Alors pour commencer avec Pfizer, que se passe-t-il au Texas? Le procureur général Kenneth Paxton a porté plainte il y a 2 mois contre le laboratoire pharmaceutique. Il dénonce une tromperie sur l'efficacité d'un vaccin qu'ils n'ont jamais testé. Je rappelle pour nos auditeurs le contexte, le Congrès leur avait donné l'immunité de responsabilité et finalement on découvre que les résultats des tests n'étaient pas de 95% comme l'a prétendu Pfizer, mais qu'ils seraient inférieurs à 10%, voire équivalent à 0,85% en termes d'efficacité, donc c'est dire. Qu'est-ce que ce cas, Florian Philippot, dit des industries pharmaceutiques? Si vous voulez, ça dit peut-être 2 choses ici. D'abord, ça dit que, ce que précise bien d'ailleurs le procureur Paxton, il met en cause bien sûr Pfizer pour mensonge, comme vous l'avez dit, publicité mensongère. Et en même temps, il explique et il ajoute, il a raison, que si Pfizer a pu faire ça, c'est qu'un environnement administratif, politique lui a permis de faire ça. C'est-à-dire qu'on lui a donné en fait effectivement l'immunité, mais carte blanche totale pour raconter n'importe quoi. Et donc, Pfizer, qui est une entreprise qui est là pour faire de l'argent et pour rémunérer des actionnaires, a raconté n'importe quoi manifestement. Sachant que, vous savez, ils ont fini ces derniers jours là officiellement leur phase 3 d'essai et ils arrivent officiellement eux à moins de 30% en fait. Donc eux ils sont pas du tout sur les 95% qu'ils vendaient au départ et qui ont été le socle de toute la politique vaccinale, je le rappelle. Parce que on nous avait dit en France tout le monde doit y passer parce que vous avez vu c'est magique 95%. Bon, eux-mêmes officiellement ils arrivent à moins de 30% au bout de leurs 2 ans d'essai, la fin de la phase 3 et Paxton aurait découvert que c'est comme vous avez dit moins de 10%. D'ailleurs on sait pas très bien de quoi on parle, l'efficacité sur quoi finalement. Parce que si on regarde dans le détail, on peut douter même, on peut se demander si c'est pas plutôt 0% plus les effets secondaires. Qui est un autre morceau énorme, gravissime du problème, qui est en train d'apparaître aussi au grand jour. Mais la deuxième chose que ça dit qu'il y a quand même aux États-Unis, malgré tout, beaucoup d'imperfections aux États-Unis, mais enfin il y a quand même plus de vivacité de la démocratie là-bas qu'ici. Parce que vous avez quand même là-bas le procureur général d'un État, et pas le moindre, le Texas, qui s'est saisi. Il y aura sûrement le procès à l'été 2025. Et les Américains ont jusqu'au mois de mai 2024 pour se joindre à ces plaintes. Donc c'est quand même très supérieur à ce qu'on voit en France. On en est encore à nommer avant-hier un nouveau ministre délégué à la Santé, M. Frédéric Valletoux, qui est un chaud partisan, je cite, de la vaccination obligatoire. Ils ont quand même réussi à nommer un nouveau ministre qui s'est distingué pendant toute la crise Covid par ses saillies délirantes sur le fait que, je cite, la France devait être la nation pionnière dans le monde pour montrer la voie de la vaccination générale et obligatoire. Et c'est nous c'est le ministre qu'on vient de nommer. Donc vous voyez la différence où on sent une chape de plomb encore, une omerta, une censure en France, alors que la parole se libère quand même objectivement dans beaucoup d'endroits dans le monde, et notamment aux États-Unis. Et alors au-delà du mensonge en tant que tel sur l'efficacité notamment du vaccin de Pfizer, Paxton aux États-Unis dénonce une censure. Donc même si c'est peut-être un état peut-être plus démocratique que celui qu'on a selon ce que vous dites, pour autant voilà, il dénonce carrément, il parle de conspiration en vue de censurer le discours public. Donc ça nous fait aussi penser à ce qu'on va vivre bientôt avec le projet de loi qui arrive demain. Et donc il pointe, comme vous venez de le dire, l'administration Biden, il pointe des responsables. Concrètement, Paxton, de quoi dispose-t-il comme moyen pour réclamer justice? C'est ce qu'il veut faire, mais en a-t-il les moyens? Oui, bien sûr. En fait, il y a eu aux États-Unis, et ça continue d'ailleurs, une vaste commission d'enquête parlementaire sur le rôle des réseaux sociaux en lien. Il y a eu beaucoup de révélations, les Twitter Files, les Facebook Files, les dossiers Twitter, tout ça, sur le lien entre ces réseaux sociaux et le FBI, l'administration américaine, les agences fédérales, et à quel point en fait tout une infrastructure de censure, c'est comme ça d'ailleurs qu'ils l'appellent là-bas, s'est mise en place. Pour orienter, notamment sur le Covid, beaucoup sur le Covid, mais pas que. On trouve aussi des choses sur l'Ukraine et sur d'autres, ou sur les affaires du fils Biden, tout ça. Donc une espèce de discours officiel qui s'est mis en place, et c'est tout ça que Paxton en fait dénonce. Et vous voyez que là, on est vraiment aussi au cœur du sujet. C'est comment est-ce possible que nous soyons arrivés à un point où depuis plusieurs années, là, depuis le Covid, il y a eu une interdiction de dire certaines choses. En France, c'est très présent. Il y a eu des comptes bannis. Il y a eu des médecins qui ont été traînés devant le Conseil de l'ordre, il y en a encore, ou devant la justice, alors qu'aujourd'hui on se rend compte que tout le monde avait absolument raison. En fait, on avait, nous, lanceurs d'alerte, résistants, on avait parfaitement raison de le dire, de tout cela. Et c'est pour ça que je vous disais que quand même, malgré tous les énormes défauts de la démocratie américaine, elle est supérieure à la nôtre, à ce qu'il en reste aujourd'hui en France, parce que là-bas au moins vous avez quelqu'un qui peut dire ça. Il y a quand même une commission d'enquête parlementaire sur Facebook, Twitter, YouTube, tout ça, et sur le gouvernement américain. En France, non. Vous n'avez pas de députés, de sénateurs qui bougent, l'opposition, entre guillemets, ne fait absolument pas son travail, et pire, revient cet article 4 de la loi sur les dérives sectaires, qui vise, c'est un cas unique dans le monde et dans notre histoire, à criminaliser toute remise en cause des traitements préventifs ou curatifs qui ont été avalisés par le gouvernement. Donc ça, c'est un truc, ça arrive effectivement demain en plénière à l'Assemblée nationale. Voilà. Et donc vous dites juste une petite chose, je pense qu'il est assez inapproprié de parler de vaccins concernant les produits Pfizer ou Moderna sur le Covid, parce que c'est une nouvelle forme, c'est l'ARN messager, avec tous ces problèmes. L'étude Nature de décembre l'a montré, et ça ressemble en fait pas du tout à un vaccin.
Et alors vous dites qu'en France tout est verrouillé, on va y revenir avec le projet de loi. Juste avant, je vais rappeler qu'entre 1995 et 2009, Pfizer a été conduit 40 fois devant les tribunaux avec plus de 6 milliards de dollars d'amende. C'est quand même colossal. Et on voit bien qu'une condamnation à une amende n'est pas suffisant pour faire éclater la vérité, ou en tout cas pour mettre l'accent sur leurs pratiques trompeuses. Bien sûr, parce que quand vous faites 100 milliards d'euros ou de dollars de bénéfices, ou de chiffre d'affaires, plus exactement, mais enfin quand même quelques dizaines de milliards de bénéfices sur un produit, et qu'à la fin, éventuellement, 10 ans plus tard, vous avez 500 millions d'amendes, et en fait, généralement, la plupart du temps, c'est même pas judiciarisé, ce sont des accords. Vous savez, c'est pour éviter un procès, justement. Donc voilà, ils se mettent d'accord avec l'État, avec la justice, ils payent un gros chèque, mais qui est rien par rapport à ce qu'ils ont gagné avec le produit, puis ça continue. On a exactement la même chose aux États-Unis avec les opioïdes. Donc, en fait, ça continue. Ceux qui ont vu, il y a une série grand public sur Netflix là-dessus sur l'Oxycontin, mais en fait, on peut se documenter ailleurs aussi. On trouve beaucoup de choses. C'est un scandale et il continue ce scandale. Il y a toujours aujourd'hui une épidémie d'overdose, notamment chez des jeunes Américains pour opioïdes, prise d'opioïdes, des médicaments antidouleurs normalement. Et en fait, à un moment, les laboratoires ont payé un gros chèque, il n'y a jamais eu de procès et ça continue, quoi. Donc c'est vraiment le règne de Big Pharma, il est terrible. C'est vraiment l'industrie la plus corruptrice du monde parce que tout ça s'explique derrière. Si tout ça est possible, c'est parce qu'il y a des flots d'argent qui corrompent évidemment et il y a des conflits d'intérêts gigantesques et de la corruption à tous les niveaux, à tous les étages. Et vous, Florian Philippot, vous pensez que justement on peut en sortir et que la parole peut se libérer sur ces sujets ? Oui, il le faut. Il faut absolument pas lâcher l'affaire. En France, nous, on fait tout, vous savez, aux Patriotes pour des manifs, des opérations coup de poing devant le siège de Pfizer, des plaintes. Je suis allé porter plainte sur les SMS d'Ursula von der Leyen auprès du juge d'instruction belge, des interpellations, enfin, on fait tout ce qu'on peut, des pétitions. On a fait sur notre site, là, les Patriotes, il y a une pétition justement contre l'article 4 de cette loi sur les dérives sectaires qui est en cours, pour ceux qui veulent la signer et la partager. On fait vraiment vous mobilisez ce week-end, si je me trompe pas, ce samedi, vous serez justement à Paris contre ce projet de loi. Il y a une mobilisation, les Patriotes. Non, il n'y a pas là de. On pourrait, mais non, là, on a. Alors, pardon, je fais une pub qui n'est pas censée être. Ok. Non, j'ai cru voir ça. En fait, le samedi après, on fait une mobilisation pour les lanceurs d'alerte en général et Assange, Julian Assange en particulier. Ah oui, c'est ça, pardon. Mais ça sera le samedi 24. Voilà, j'avais noté le 24. J'ai oublié une semaine entre-temps. Donc, sur la censure, donc en France, voilà, il y a ce projet de loi sur les dérives sectaires qui arrive demain à l'Assemblée nationale. On en parlait tout à l'heure. Et donc, mercredi dernier, la commission des lois a rétabli cet article 4 qui avait été retiré par le Sénat. Et donc, le texte sera débattu demain. Quel est le problème avec ce projet de loi ? C'est un énorme problème. D'ailleurs, je vais vous dire, c'est tellement un problème que le Sénat en décembre l'a retiré. Donc on se disait et encore parce que les gens s'étaient mobilisés. Je suis pas sûr que le Sénat l'aurait fait tout seul. Donc, comme quoi il faut toujours se mobiliser en disant que c'était évidemment liberticide parce que ça punit de 15 000 € d'amende et voire d'1 an d'emprisonnement tous ceux qui dissuadent quelqu'un de prendre un traitement préventif ou curatif qui est reconnu par le gouvernement ou qui l'incite à s'abstenir. Alors que ce traitement serait reconnu en l'état des connaissances médicales, est-il précisé. Donc il y a plein de problèmes parce que si par exemple moi j'ai passé mon temps comme beaucoup d'autres à dire pendant tout le Covid et après écoutez, moi je suis un médecin, mais enfin bon, sur l'injection, pensez à la balance bénéfice-risque, vous n'êtes pas obligé d'obéir au gouvernement, vous n'êtes pas obligé de faire votre passe et tout. Donc aujourd'hui, on me dirait vous incitez les gens à pas forcément se faire injecter alors que la parole officielle c'est de se faire injecter. Donc j'aurais été sous le coup de cet article 4. Mais comme le professeur Raoult a dit la même chose, il a dit j'aurais été condamné des dizaines de fois du fait de cet article 4. C'est un niveau de dictature invraisemblable, cet article 4. Et c'est un niveau de prise de pouvoir en réalité de Big Pharma, si vous réfléchissez. Parce que ça veut dire que vous êtes obligé de rester dans le chemin et qui est en fait non même pas écrit par les gouvernements, mais écrit par les labos qui produisent leurs études et qui les donnent aux agences du médicament européennes, françaises, gouvernement français, Union européenne, tout ça. Donc c'est absolument gravissime. En plus, c'est anti-science au possible parce que c'est en l'état des connaissances médicales, vous devez suivre ça. Oui, mais les connaissances médicales, par le débat, elles évoluent. Il faut de la controverse, il faut de l'esprit critique, il faut du débat dans la science et dans la médecine pour faire évoluer les choses. Et c'est en plus un article qui est contre les lanceurs d'alerte. Parce que les scandales sanitaires, ils ont toujours éclaté grâce à des lanceurs d'alerte. Et s'il n'y avait pas eu des lanceurs d'alerte, même Frachon par exemple sur d'autres VC, Irène Frachon sur tous les anciens, enfin tous les scandales sanitaires malheureusement qu'on connaît, il n'aurait jamais été dénoncé et il y aurait eu encore plus de morts. Donc en fait c'est vraiment un truc. Cet article, on se demande d'où il vient. Il est tellement liberticide que même le Conseil d'État l'a jugé liberticide. C'est dire, parce que le Conseil d'État pour aujourd'hui qu'il juge quelque chose de liberticide, il faut y aller. Parce que je rappelle que le Conseil d'État a validé tout le Covid. Alors si on comprend bien, si le Conseil d'État lui-même s'est prononcé contre pour atteinte à la liberté d'expression, liberticide, et pourtant il a été rétabli quand même. Comment l'expliquer ? Il y a une vraie pression des lobbies sur nos élus. Oui, le Conseil d'État d'ailleurs il a dit deux choses dans son avis, mais c'est un avis consultatif, c'est pas encore une décision de justice. Avant le projet de loi, il a dit vous devez nommer cette loi différemment parce qu'elle n'est pas contre les dérives sectaires, elle est contre les dérives liées aux réseaux sociaux. Très intéressant. Le Conseil d'État ne s'en émeut pas d'ailleurs, il dit juste, il constate. Donc ça veut dire que cette loi, au-delà même de l'article 4, elle vise beaucoup plus les réseaux sociaux que soi-disant les sectes. Et deuxièmement, il dit, article 4 particulièrement problématique parce que vous allez contre la liberté d'expression, de débat, etc. Bon, ça c'est ce qu'on dit.
Pourtant, il est rétabli. Pression énorme. La rapporteuse, la députée macroniste Brigitte Liso, vous regardez sa biographie, je ne sais pas si c'est lié, mais je constate qu'elle a bossé pour un gros labo britannique. Je ne sais plus lequel c'est d'ailleurs. Je l'ai sorti hier sur mes réseaux, mais j'ai oublié le nom. C'est un des 10 plus grands. Le GSK, je crois. GSK, oui, c'est un des 10 plus grands labos mondiaux. Alors, je ne dis pas forcément que c'est lié, moi, je ne l'accuse pas, mais elle devrait en parler d'elle. En fait, elle aurait dû en parler d'elle-même. Elle devrait dire, moi, écoutez, dans ma carrière professionnelle, j'ai bossé pour l'industrie pharmaceutique. Ça serait quand même plus clair. Mais vous voyez, en France, on n'a pas du tout cette culture. On n'a pas cette transparence. Donc, il faut l'avoir à la place des gens. Mais, pourquoi il est revenu par pression? Alors après, elle dit, je vais quand même le réécrire un petit peu. Pour l'instant, elle ne l'a pas réécrit. 2, on verra la réécriture. 3, j'espère d'abord et avant tout qu'on va arrêter cette histoire très vite et que dès ce mardi ou mercredi, lors du vote, ça passera pas. Enfin, j'espère vraiment quand même que ça passera pas. Et si ça passe, il faudra rappeler au Conseil d'État qu'il a lui-même désavoué cet article et donc il faudra aller tout de suite en justice pour faire sauter cet article.